J'avais oublié de vous dire quand même, je vous remercie de m'accueillir dans la Malpère, qui semble être le triangle des Bermudes, puisque on a un problème de son, etc. Mais bon, je pense que ça va s'arranger. Et voilà, donc je remercie les autorités et tout le tralala. Voilà. J'abrège, merci monsieur le maire, ou son représentant, ou le représentant de son représentant, mais je ne sais pas, c'est monsieur le maire peut-être. Enchanté monsieur le maire. N'oubliez pas l'urne à la sortie. Mais vous avez déjà donné peut-être. Bien, on va y aller peut-être, parce que... Alors... Donc voilà, la grotte de Lechuga au Nouveau-Mexique, dans le parc national de Carlsbad-Caverne. Donc voilà où se situe un peu voilà l'Amérique du Nord, avec ici les Guadalupe Mountains, dans laquelle s'ouvre, dans le massif dans lequel s'ouvre la grotte de Lechuga. Et ici, vous avez représenté en noir tous les massifs karstiques importants des États-Unis, et notamment ici les Appalaches, dans lesquelles s'ouvre la plus longue grotte du monde, qui fait actuellement un peu plus de 600 km de galerie. Alors là, il y a plusieurs entrées par contre, mais il y a à quelques 3 km de là une grotte qui fait à peu près 400 km. Et la jonction est faite à la voie, plus qu'à la voie. On sait que la jonction est quasiment faite. Mais comme il y a un conflit entre les deux groupes de chaque grotte, la jonction ne se fera pas. Parce que ça va être la grotte la plus longue du monde, encore, à peu près 1000 km, mais on ne va pas savoir à qui l'attribuer et quel nom lui donner. Donc il vaut mieux que ça reste comme ça. Bon, il faut savoir qu'en France, quand même, on a énormément de cavités. On est un pays très riche en calcaire, bien qu'il n'y ait pas de grottes que dans du calcaire, des roches carbonatées. Il y a des grottes dans les grès, il y a des grottes dans les quartzites, il y a des grottes dans les marbres, qui sont des calcaires métamorphiques. Il y a des grottes sur les volcans, sur le contrefort des volcans, sur ce qu'on appelle des tubes de lave, qui ne sont pas des grottes a priori, mais qui sont quand même des vides souterrains, qui sont très très beaux. La plus grande est à Hawaï, elle fait 100 km de long, le tube de lave fait 100 km de long, avec plusieurs entrées bien sûr, et d'une profondeur de 1000 mètres. 1000 mètres, ça veut dire que ça suit le tube de lave suit la pente sur un dénivelé de 1000 mètres. Donc on a des grottes un peu partout. Celles qui nous intéressent, nous ici, comme Cabrespine ou comme les grottes que nous avons par là, ce sont ce qu'on appelle des grottes atmosphériques, c'est-à-dire qui ont été creusées par les infiltrations d'eau et qui ont créé des rivières souterraines. Et ensuite, les galeries se sont agrandies, etc., les effondrements qui ont créé des grands volumes. Mais la grotte dont on va parler aujourd'hui, c'est une grotte tout particulière, c'est ce qu'on appelle une grotte endogène ou hydrothermale, c'est-à-dire qu'elle s'est creusée du bas vers le haut. C'est pour ça qu'on ne trouve qu'une seule entrée, parce que cette entrée est accidentelle, elle est récente, elle a quelques milliers d'années, donc cette grotte est restée confinée pendant X millions d'années. Voilà où se trouve donc le Nouveau-Mexique, dans laquelle s'ouvre la grotte de Lechuga, entre l'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Texas. Pour ceux qui connaissent ici, il y a Four Corners, c'est-à-dire c'est le seul endroit où 4 États se rejoignent en angle droit. Donc on peut avoir un pied et on peut être sur les 4 États en même temps. Voilà. Et le Nouveau-Mexique, où se trouve la grotte de Lechuga, qui est un État de 560 km de large sur 630 de long, et dont la capitale est Santa Fe. Voilà, ici, le Carlsbad National Park. Oh. Je suis allé trop vite.
dans ce parc, il y a environ une centaine de grottes connues. Des grottes avec des peintures, des grottes avec des cristaux magnifiques, mais il y a surtout deux grottes qui sortent du lot. C'est la grotte Karlsbad, qui est une grotte touristique, aménagée, qui voit à peu près 600 000 visiteurs par an, sachant que nous sommes dans un désert. Pour aller là-bas, il faut le vouloir, il faut en vouloir pour visiter la grotte. Il n'y a que la ville de Karlsbad qui se trouve à une trentaine de kilomètres et qui a peut-être 25 ou 30 000 habitants, pas plus. Et ensuite, la grotte de l'Echuglia qui, elle, est réservée à l'étude scientifique. Alors, bien sûr, ces deux grottes s'ouvrent dans des calcaires, des roches carbonatées. Ce sont des dépôts qui se sont formés il y a environ 250 millions d'années, hein, dans les Guadalupe Mountains, ce qui est récent à l'échelle de la planète. Et la grotte se développe dans l'étage du Capitanien, du nom du massif ici, qui s'appelle El Capitan. Voilà. C'est un étage calcaire, hein, où on trouve donc du secondaire, où on trouve des fossiles, hein, des brachiopodes, des pisolites, des gastéropodes, et là, jusque-là, il n'y a rien d'anormal, ou rien d'extraordinaire. Donc on va éviter de parler géologie, hein, puisque il faut que ce soit culturel. Donc il y a bien sûr dans ce désert énormément de plantes, mais qui sont assez basses bien sûr, comme dans un désert. Alors beaucoup d'agaves bien sûr. Voilà ce qu'on retrouve dans ce désert. Fleurit quand il pleut, bien sûr. Et il y a une agave qui s'appelle la petite laitue, Lechuguilla, en espagnol, puisque le Nouveau-Mexique faisait partie du Mexique avant. Ça s'appelle Lechuguilla, qui a donné ce nom à la grotte. C'est une agave avec laquelle, je crois, on fait la tequila, entre autres. Je crois que maintenant, la tequila, on la fait avec n'importe quoi. Voilà bien sûr une faune importante, hein, dans cette végétation assez basse. Quelques petites araignées, des myriapodes, des serpents. Enfin, celui-là, je n'ai jamais été piqué, mordu. Voilà. Donc, ici, vous avez toujours les Guadalupe Mountains, et au pied de ces Guadalupe Mountains, vous avez une immense mer, une ancienne mer qui a déposé du sel. Voilà. Et c'était une ancienne mer intérieure qui a déposé du sel qui s'est transformé en gypse. Voilà. Et ce gypse, bien, il cristallise de différentes manières, et notamment ici, en gros cristaux de sélénite. Et donc il y a sur le bord de la route des gisements de cristaux de sélénite. Le gypse, c'est la matière avec laquelle on fait le plâtre. Mais il y a aussi d'autres applications. Alors sur cette plaine, bien sûr, qui est très plate, se font les concours de vitesse de voiture, là, comment ça s'appelle, hein, les essais de grosses voitures qui atteignent des vitesses extraordinaires. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, l'Echuglia Cave est une grotte qui s'est creusée du bas vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en profondeur, il y a des champs pétrolifères sous-jacents. De ces champs pétrolifères, pour faire simple, il y a de l'hydrogène sulfureux qui remonte par des micro-fissures. Cet hydrogène sulfureux, retenez bien la formule ici, parce que je vais vous la demander à la sortie. Et donc il y a de l'hydrogène sulfureux et qui, au contact de la nappe, parce que dans tout calcaire, quand même, il y a des infiltrations d'eau, hein, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc, au contact de cette nappe, cet hydrogène sulfureux s'est transformé en acide sulfurique. Et ce qui est extraordinaire dans cette grotte, c'est que l'acide sulfurique a transformé le calcaire en gypse, mais en gypse en poudre. Et donc il a créé
il a dissous d'énormes quantités de calcaire qui ont créé des volumes très très importants, mais remplis comme si vous aviez cette salle remplie de gypse en poudre. Voilà. Ensuite, ces gypses en poudre sont évacués et ont laissé place aux galeries qu'on connaît actuellement, qui ont été remodelées après par différents processus de condensation, de corrosion, etc. Mais voilà la forme générale de cette grotte. Alors cette grotte qui n'avait pas d'entrée naturelle, puisque c'est une grotte aveugle, dans cette grotte, par les infiltrations, sont rentrées bien sûr des bactéries allochtones, qui sont venues de l'extérieur, qui ont muté, qui ont eu des millions d'années pour muter. Et vous allez voir tout à l'heure à quoi ont abouti les recherches dans cette grotte. Voilà ici, donc on voit une photo Google Earth de l'entrée de la grotte de l'Ethiopia. Vous voyez que ça paraît désert, mais il y a quand même de la végétation. Là, je crois qu'il n'avait pas plu, donc on va demander une photo à Google le lendemain de l'épisode pluvieux, ce sera plus joli. Hein. Alors ça, c'est l'entrée de la grotte de Carlsbad Caverne, qui, elle, a une entrée très très importante, on le voit ici. Alors, la visite se fait sans guide, on descend par ces grands escaliers, et on descend jusqu'à moins de 350 mètres. Ce qui est assez important. Et les entrées des visites s'arrêtent vers 15h30, parce qu'à partir de 18h, il y a, par cette sortie, on va dire, des milliers de chauves-souris qui s'envolent. Alors c'est fabuleux, parce qu'il y a des gradins, et c'est un spectacle extraordinaire. Et ces chauves-souris vont aller se nourrir, bien sûr, et sont capables de faire des milliers de kilomètres. Elles vont aller se nourrir dans le golfe du Mexique, parce qu'il y a beaucoup d'insectes dans le golfe du Mexique, donc elles vont aller se nourrir dans le golfe du Mexique, et elles vont revenir ici à la grotte de Carlsbad. C'est une chose extraordinaire. Et ces chauves-souris, comme on en a ici partout, hein, c'est pas la même espèce bien sûr, mais sont très utiles. Hein. Il y a en France des arrêtés de protection, c'est une espèce qui est protégée. Pourquoi? Parce qu'elle nous évite quand même d'être trop piqués par les moustiques. Hein. C'est un grand carnivore, la chauve-souris, elle n'arrache pas les cheveux, non, mais elle est carnivore et elle nous épargne bien des soucis avec les moustiques. Donc, il faut le protéger. Et la sortie, voilà la grotte de Carlsbad Caverne, qui est une grotte extraordinaire, hein, avec des concrétions immenses. Donc il n'y a pas de guide, hein, quasiment pas de guide. Voici l'envol des chauves-souris. Si on pouvait éteindre, peut-être un peu. Hein, j'ai de bonnes idées quand même. Hein. Voilà. Il fallait le dire avant, hein. Voilà. Donc, voici l'envol des chauves-souris. Alors, dans cette grotte, bien sûr, on descend jusqu'à moins de 350 mètres, mais ensuite, il faut remonter. Et comment on remonte? Eh bien, on remonte avec un ascenseur, 350 mètres, si on compte 3,50 mètres par étage, ça fait 100 étages. En 15 secondes. L'ascenseur remonte en 15 secondes. Mais on se rend compte de rien. On ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on arrive. C'était vraiment extraordinaire. Et puis il y a l'option de remonter à pied. Mais pour l'instant, personne n'a choisi cette option. Alors je disais que dans ce parc de Guadalupe Mountain, il y a une centaine de grottes répertoriées. Alors des grottes à peinture, bien sûr, des abris sous roche, voilà, des grottes à peinture qui sont très récentes, hein, qui ont 2-3 000 ans. Hein. Les États-Unis n'ont pas notre histoire et notre préhistoire. Hein. Ils nous la jalousent, mais on ne leur donnera pas. Alors l'historique de cette cavité. Alors cette cavité était exploitée auparavant pour le guano de chauve-souris, comme beaucoup de grottes ici dans le coin. Je pense à la grotte du Portal dans le Minervois, où on a extrait beaucoup
de phosphate, hein, puisque le guano s'est transformé en phosphate. On l'a utilisé pour répandre dans les vignes. Ça n'avait pas trop d'effet quand même, on s'en est aperçu. Et puis il y a la grotte d'Elden, ou de la coquille, ou de Fausan, où là il y avait une très grosse industrie de phosphate, et qui est donc le résidu, la minéralisation du guano de chauve-souris. Donc dans cette grotte, on exploitait le guano de chauve-souris. Il fallait descendre d'une vingtaine de mètres. Et puis les gens qui ont exploité en enlevant le guano, ils ont ouvert une petite ouverture. Et là, de là, s'était échappé un fort courant d'air. Mais quand je dis un fort courant d'air, c'est un courant d'air de 90 km/h. Par un trou comme ça. Ça veut dire que quand on met la tête, ça décoiffe. Bon, moi, plus maintenant, plus beaucoup, mais ça décoiffe. Et donc, en 1953, un important courant d'air a été trouvé à 25 mètres de profondeur. En 1984, un spéléologue qui avait entendu parler de ça, David Reid, trouve la suite de la cavité, donc peut-être par ce petit trou, et il va tout de suite arriver, par des galeries assez conséquentes, à un puits de 40 mètres qu'on va appeler Boulder Falls, c'est-à-dire un éboulis de blocs, de gros blocs. Tout le monde m'entend? Et ensuite, il va découvrir, chaque fois qu'on découvre une galerie ou une nouvelle salle, on lui donne un nom. Alors, c'est suivant l'humeur. Donc, ça peut porter, comme ici, Glacier Bay, Windy City, la ville du vent, etc. Sugarland, parce qu'il y a des gros pains comme des pains de sucre. Voilà. En 1986, donc, on arrive vite à 1000 mètres de développement pour une profondeur de 200 mètres. Alors là, les équipes se succèdent, c'est de la folie, on fait attention à rien, on marche partout, la grotte est vite dégradée, et jusqu'en 2011, où on atteint à peu près 210 km, mais là, plus c'est loin, et plus les gens se calment, parce qu'il faut aller là-bas au fond, il faut aller explorer, il faut aller faire de la topographie, c'est assez dur, donc les choses se calment. Et une association est mise en place pour gérer justement cette grotte, mais suite à des problèmes que tout le monde connaît, des problèmes dans les associations, des problèmes d'ego, etc., etc., c'est le parc qui a décidé de reprendre la gestion des explorations dans la grotte. Voilà, en 2011, jusqu'en 2011, je crois que c'était en 2010, j'ai fait partie de l'équipe qui a franchi les 200 km. Alors inutile de vous dire qu'on était sous terre, et on était 199 km, 80, oh, il faut trouver 20 mètres quelque part. Et on a cherché partout, un peu partout, pour arriver à afficher les 200 km, parce que c'était un peu le prestige et on voulait arriver à 200 km. Voilà l'entrée de la grotte, donc ici un puits d'une vingtaine de mètres. Alors on descend bien sûr en rappel, dans la grotte. Alors on est en short, t-shirt, genouillère et coudière, une lampe, des chaussures, et le sac de 25 kg avec tout ce qu'il faut dedans. Alors je peux vous dire que quand on prépare les affaires, quand on prépare le petit déjeuner, le déjeuner et le souper, c'est au gramme près. C'est au gramme près, on s'entraîne avant à la maison pour savoir combien de cuillères de lait en poudre il faut mettre le matin, combien d'amandes, de fruits secs on va consommer à midi, etc., etc. Parce que il ne faut pas prendre de superflu parce que la nourriture, on va la remonter. Donc autant prendre juste ce qu'il faut pour arriver à la fin de l'expédition de la semaine sans poids supplémentaire. Alors bien sûr, ceux qui ont pris du superflu, ceux qui ont pris du surplus, le dernier jour, ils veulent en distribuer à tout le monde pour se débarrasser de leur surplus de poids. Mais non. Alors quand ce sont des sucreries, ça va. Alors une préparation, comment se prépare une expédition? Donc c'est assez minutieux
il faut auparavant faire une proposition au parc national, c'est-à-dire qu'on va lui proposer un plan d'études ou de topographie, bien sûr d'études scientifiques ou de topographie, et le parc va accepter ou non la proposition, suivant les membres de l'équipe qui y figurent aussi. Parce que si une équipe prend un membre qui n'est pas expérimenté, on va lui diminuer. Chaque membre a des points qui lui sont attribués, suivant ses expéditions précédentes ou suivant ce qu'il a pu faire dans sa carrière de spéléologue, et ça va amener des points à l'équipe. Si dans l'équipe il y a un gars qui ne sait pas faire de topographie, qui n'a jamais fait de topographie, d'abord il ne va certainement pas venir. S'il n'est pas en bonne condition physique, il ne viendra pas non plus. Donc les critères sont assez quand même sélectifs quand même. Et il faut avoir une bonne notion du milieu souterrain, une bonne notion du secours, parce que s'il y a un accident là-dedans, il faut quand même évacuer le blessé, parce qu'il n'y a personne qui ira le chercher. Il faut avoir quelques notions de géologie, parce qu'on fait des inventaires. Il faut connaître un peu les fossiles qui se trouvent dans la grotte. Reconnaître les formations, calcite, aragonite, gypse, etc. Donc il y a quand même quelques notions à avoir. Donc en général on est 6 à 8 par expédition et 12 expéditions au maximum pour faire 3 équipes de 4 ou 4 équipes de 3. Vous voyez que je suis bon en maths. Et donc le programme de l'expédition est défini à l'avance. Donc on arrive à peu près 2 jours avant, et là on travaille, on prépare, on met tout à plat, chacun met son matériel à plat, et il y a un matériel collectif bien sûr à prendre, donc ce matériel collectif est dispatché sur tous les membres de l'équipe. Quand je dis matériel collectif, ce sont des cordes, des amarrages, parce qu'on est tout le temps en exploration là-dedans, on ne va pas que dans les parties connues, bien sûr, notre but est d'explorer des parties inconnues, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver, s'il va y avoir des puits, s'il va y avoir des chemins à escalader, etc. Donc il faut se munir d'un minimum de matériel. Voilà l'entrée de la grotte. Et ici, vous voyez un sas. Ici, il y a un sas, tout en inox, qui a été construit il y a 2 ans, parce qu'il y avait une porte qui était tout à fait ordinaire, et ça ne suffisait plus. Donc l'État a décidé d'investir là, et ça a coûté 80 000 €, je crois, la porte en inox. Et il y a un sas, et il ne faut surtout pas ouvrir les 2 portes en même temps, parce qu'on ne les referme plus. Donc il faut ouvrir une porte, bien la fermer, et ouvrir l'autre, parce que le courant d'air est tellement violent qu'on ne peut plus fermer la porte. Alors voilà un peu la topographie de la grotte, et c'est très complexe. Hein. Il y a 240 km maintenant de galeries qui s'enchevêtrent avec plusieurs étages, etc. Ça se développe sur quelques kilomètres carrés, hein. C'est pas 200 km de long comme ça se développe sur plusieurs étages. Alors voilà, ici il y a l'entrée, et voilà le parcours que nous allons faire pour aller le puits dont je vous parlais tout à l'heure. Ici il y a tout un ensemble de gypse qui est magnifique, on verra les photos tout à l'heure. Ici. Alors la progression est très très difficile, parce qu'avec un sac de 25 kg, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très compliqué, il fait très chaud, on transpire énormément. Pour vous donner une idée, moi je consomme à peu près 7 litres d'eau par jour dans la grotte, et j'urine un demi-litre. C'est-à-dire que tout le reste, c'est de la transpiration et de l'évaporation. Voilà. Alors ici, il y a un point de jonction pour aller vers l'est de la grotte, et nous, ce dont je vais vous parler un petit peu, c'est l'ouest surtout. Alors vous voyez, il faut connaître le chemin, parce que c'est très 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 labyrinthique. Alors le bivouac. Alors dans la grotte, il y a
4 bivouacs. Il y en avait 8 il y a quelque temps, mais il n'en reste que 4. Pourquoi? Parce qu'on ne peut bivouaquer qu'à côté d'un point d'eau, parce qu'on ne peut pas transporter, ça ferait 7 fois 7, 49, ça ferait 50 litres d'eau à transporter chacun, donc c'est impossible pour pouvoir vivre une semaine dans la grotte. Donc les camps, les bivouacs se font très proches d'un point d'eau. Et il faut que ce point d'eau, bien sûr, ne soit pas contaminé. Parce que c'est de l'eau très ancienne, hein. Ce sont des eaux qui sont des eaux de percolation ou des eaux de condensation qui se mettent dans des gourds. Donc il ne faut surtout pas contaminer ces eaux par nos mains, par nos pieds, par nos chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on va aller, on va le voir tout à l'heure, on a un coin toilette. Ce coin toilette, il faut qu'il soit hyper sanitaire, il faut que ce soit vraiment très protégé. Il ne faut surtout pas amener de matière fécale dans le reste de la grotte, ce qui contaminerait la grotte et ce qui contaminerait l'eau. Donc il y a des camps qui ont été fermés parce qu'il y a des gens qui ont été imprudents. Je ne dis pas qu'ils ont été négligents, ils ont été imprudents et ils ont contaminé l'eau et toute l'équipe s'est retrouvée malade. Et l'équipe de 12 personnes malades dans la grotte, c'est ingérable, quoi. Parce qu'on ne peut pas en sortir, etc. Enfin, c'est très compliqué, ça devient très compliqué. Il y a l'éclairage frontal? Comment? Il y a l'éclairage frontal? On n'a que de l'éclairage électrique, oui. On n'a que de l'éclairage électrique et maintenant, avant, les lampes à carbure, c'est proscrit, hein. Mais avec les éclairages électriques, ça suffit largement. Pourquoi? Parce que c'est une grotte où il y a beaucoup de gypse, très concrétionné, donc la lumière est réfléchie et elle n'est pas absorbée par des galeries qui seraient remplies d'argile, par exemple. La lumière n'est pas absorbée, donc on arrive à tenir avec 4 jeux, 4 piles facilement. Voilà. Donc voilà un camp. Il y a des endroits qui sont assez plats. Celui-là fait partie des camps les plus confortables. Sinon, il y a des camps qui penchent un peu. Donc le matin, on se retrouve au fond du duvet. Mais on dort quand même. Et on a autour de nous, enfin, on se pose sur un carré de plastique et sur lequel on pose toutes nos affaires et surtout l'alimentaire. Et on fait très attention à la fin de ne pas laisser de miettes ou de produits alimentaires sur le sol parce que ça va fausser les études scientifiques, ça va piéger des animaux, ça va développer des moisissures, etc. Donc ça risque de fausser les études scientifiques. Et autour de nous, il y a, là-dessus, il y a des pièges qui vont donner la température, entre guillemets, la température du camp. Ça veut dire savoir s'il est contaminé, s'il n'est pas contaminé, etc. Donc c'est quand même très surveillé. Alors bien sûr, on vient avec le minimum, hein, du déshydraté, de l'eau déshydratée aussi. Vous ne connaissez pas? Personne ne connaît l'eau déshydratée. C'est dommage. Donc voilà, il reste donc maintenant à peu près 3-4 camps qui sont opérationnels dans la grotte. Et de ces camps de base, eh bien, les équipes vont se répartir dans les secteurs et vont aller faire le travail qu'ils ont proposé au parc pour obtenir l'autorisation d'aller dans cette grotte. Donc c'est de la topographie, c'est des relevés scientifiques, c'est des prélèvements de samples, etc. Alors une année, on a même fêté Halloween sous terre, on a amené des petits ballons là, voilà, avec une amie australienne. Alors il y a des gens, c'est très international, hein. Il y a des Australiens avec qui il est impossible de parler anglais parce que leur anglais est incompréhensible. Donc on parle avec les mains, on essaie de se comprendre. Mais enfin les termes techniques, on les connaît. Mais c'est pour la petite histoire, quoi. Il y a des Texans aussi, c'est pire, etc. Donc
on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre. Il y a des Allemands qui parlent très bien anglais, mais tous les pays dans tous les pays on parle plus ou moins anglais. Il n'y a qu'en France où on n'a pas la culture de la langue et c'est quand même malheureux. C'est bien dommage. Voilà quand j'étais jeune aux Svelte. Donc vous voyez, on est sur un petit tapis plastique là et on a toutes nos affaires. Voilà. Alors c'est à peu près 16 heures d'exploration tous les jours. Parce qu'on n'est là qu'une semaine, donc il faut en faire un maximum. Donc ça veut dire qu'on dort assez bien la nuit. Et quand on se réveille le matin, ben, nos affaires sont toutes mouillées de la veille parce que il y a un taux d'humidité qui est très très important. Donc on enfile ça mouillé, c'est très froid. Mais au bout on marche 5 minutes et puis tout est sec. Et au bout de 54 minutes, eh ben, tout est mouillé parce qu'on a transpiré. Voilà. Voilà un peu le cycle quotidien, on reste mouillé à peu près toute la journée. Vous vivez au rythme de la surface? Ah non, là, on a l'heure quand même. Hein. Mais justement, vous vivez au rythme de la surface ou vous travaillez au rythme de la surface? Non, on se donne quand même, au départ le matin, on se donne une heure de retour. Parce que s'il y a une équipe qui a un problème, si elle n'est pas là à l'heure, on va engager tout de suite des recherches. Donc l'heure, c'est plutôt un moyen de sécurité, on va dire. Hein, s'il n'y avait qu'une équipe dans la grotte, si l'équipe se bouge ensemble dans la grotte, il n'y a pas de problème d'heure parce qu'on reste ensemble. On mange quand on a faim, on dort quand on a sommeil, etc. Mais là, c'est quand même différent. Il faut quand même respecter des horaires pour que tout le monde revienne au camp à l'heure. Pas de moyen de communication? Non. Pas de moyen de communication entre les équipes. Par contre, les équipes disent où elles vont et si elles prennent un passage nouveau, eh bien, elles vont écrire sur un papier à l'entrée de la galerie connue. Elles vont dire qu'elles sont allées explorer dans cette partie-là. Non, il n'y a pas de moyen de communication parce que on ne pourrait pas. Ce serait encore des objets à transporter et avec de l'énergie, des piles encore, etc. On a fait ce choix. Alors l'eau potable, voilà, on en vient. Donc l'eau potable, ici, il y a ce qu'on appelle le lac Louise. Ici, c'est un ancien niveau d'eau que l'on voit. Et ces formations que vous voyez, qu'on appelle des clouds, des nuages, ce sont des spéléothèmes, des compressions typiques des grottes hydrothermales, qui sont creusées du bas vers le haut, avec des eaux très acides, des eaux chaudes, souvent, et qui forment ces compressions typiques des grottes hydrothermales. On en trouve pas mal en Espagne. En France, il y en a très peu, mais on en trouve beaucoup en Espagne. Donc la consommation en eau est de 4 à 7 litres par jour. Et il faut des fines précautions pour la préserver, comme je vous disais tout à l'heure, parce que sans eau, il n'y a pas moyen de continuer l'exploration. Alors bien sûr, l'eau, on ne la touche jamais avec les mains. On a un pichet qu'on trempe, on le verse dans nos bouteilles, sans que le pichet touche la bouteille qui pourrait être contaminée, parce qu'on pourrait, en reprenant de l'eau, contaminer l'eau. Donc je vous garantis que tout le monde fait très 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 attention parce qu'on a eu l'expérience de gens qui ont été malades et on souhaite que ça ne se renouvelle pas. Donc pollution zéro ou presque. Alors les urines ou matière fécale, vous allez me dire, eh bien les urines, on part en exploration avec une bouteille qui est dédiée à cet effet, hein, avec un goulot assez gros. Vous en déduisez ce que vous voulez. Et pour les dames, eh bien, on est inventif en spéléologie, on a inventé la zigounénette.
La zigounénette, c'est un petit appareil là, qui a une forme qui permet aux dames d'uriner debout et dans une bouteille. Alors c'est pratique pour beaucoup d'activités, pour la randonnée, pour le ski, etc. Mais en spéléo, c'est très utile. Voilà, donc on se promène avec notre petite bouteille d'urine, tous. Voilà. Donc on n'a pas besoin de grosses bouteilles parce qu'on urine très peu, puisqu'on transpire beaucoup, ce qui facilite quand même les choses. Par contre, les matières fécales, eh ben, elles sont là. Et pour ça, alors, si on n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes qui sont ici avant de partir, eh bien on part avec un papier aluminium plié, dans lequel on a mis du papier. Ce papier aluminium, on le met dans une poche Ziploc. Cette poche Ziploc, on la met dans une deuxième poche Ziploc. Et on a un WC ambulant. S'il arrivait quelque chose dans la journée, eh ben, on a de quoi faire nos excréments dans quelque chose, dans un contenant qui va être récupéré et qui va être remonté après en surface. Parce que autant les urines, on va les laisser dans la grotte, autant les matières fécales, on va les remonter. Donc on part avec 25 kg, plus d'aliments, mais des matières fécales, et on remonte avec 25 kg. À peu près. Donc les urines après sont stockées. Alors ça c'est un WC, enfin des toilettes qui ont été aménagées près du camp. Alors quand on se réveille le matin, c'est hop, un tel, le second un tel, il ne faut pas rater son tour, surtout. Et donc à l'entrée de cette petite galerie, on va chausser des bottes, des surbottes, qu'on va mettre sur nos chaussures. On va aller ici dans ce coin, faire nos besoins, on va revenir. On va enlever ces surbottes en les laissant toujours de l'autre côté de cette ligne. Voilà. Et on a toujours à portée des produits désinfectants pour les mains, etc. Voilà. Donc on prend énormément de précautions. Donc ces matières fécales, ici vous voyez, on voit le stockage des urines. Et les matières fécales sont aussi stockées dans des poches de bloc. Je m'excuse de m'attarder sur les toilettes, mais c'est l'un des points, on va dire, les plus contraignants de l'exploration. On s'y fait vite, mais c'est vraiment contraignant. Donc voilà les surbottes. Alors bien sûr, on va en venir aux explorations, parce qu'on n'est quand même pas là que pour les toilettes. Alors le maître mot des explorations, entre autres, c'est la topographie. C'est-à-dire qu'on va faire un relevé de la topographie, de la cartographie de la grotte. C'est-à-dire la longueur des galeries, l'azimut, la direction, les pentes, négatives ou positives, et on va mettre tout ça sur papier de manière à se retrouver, à savoir dans quelle direction va la grotte, à savoir comment elle se développe, et c'est la base de la spéléologie. On ne va pas en spéléologie dans une grotte si on n'a pas réalisé la cartographie. C'est la première des choses à réaliser quand on découvre une nouvelle grotte. D'ailleurs, dans cette grotte, quand on trouve une nouvelle galerie, dès qu'on met un pied dans une nouvelle galerie, il faut qu'elle soit topographiée. Si le parc, qui quelquefois fait des visites, voit des traces de passage dans une galerie, que cette galerie n'est pas topographiée, c'est l'équipe précédente qui va être sanctionnée, d'une part, ou parce que c'est elle qui l'a fait, ou parce qu'elle ne l'a pas mentionné dans son rapport, mais il faut que ce soit absolument cartographié dès l'exploration, parce qu'après, on ne sait plus si ça a été exploré, si ça n'a pas été exploré, si ça a été cartographié ou pas. Donc, sur 240 km, il faut quand même avoir une rigidité à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui connaissent la topographie sous terre, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on va passer sur cet épisode. Donc voilà un peu la topographie générale. Donc nous, on se retrouve, le camp est à peu près par ici. Il est à peu près à 8 heures de progression de l'entrée. Donc pour aller au camp, il faut déjà 8 heures. Ensuite, on explore ces parties, ici,
qui sont pour l'extrémité, qui sont à 8 heures du camp. Ça veut dire que quand on va explorer par là-bas dans la journée, on a 8 heures pour explorer là-bas, 8 heures pour revenir, ça fait 16 heures. Alors en général, on prend un petit duvet, on prend de quoi manger, c'est autorisé par le parc, on fait un petit somme pour se reposer, et on fait les explorations ou les relevés qu'on a à faire. Et voilà le profil de la grotte. Alors, on voit qu'il y a un niveau très très plat, ici, le niveau de base, et avec des puits, des galeries qui descendent, donc jusqu'à à peu près moins 500 mètres. Et là, on retrouve encore des eaux avec de l'hydrogène sulfureux, de l'acide sulfurique. Donc ce sont des eaux qui sont assez quand même dangereuses. Et autour de ces eaux, ben, il y a des sulfates qui amènent le développement de bactéries, etc. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, pour en revenir, voilà le lac Louise, le camp où nous étions tout à l'heure. Alors là, c'est une galerie énorme, qui a été découverte par une femme. On se demande encore comment elle a fait, mais bon. Je me fais pas... Non, je plaisantais. Non, il y a beaucoup de femmes dans l'équipe. Je ne sais pas s'il y a parité, parce que c'est pas important pour nous. Mais il y a beaucoup de femmes très très compétentes. D'ailleurs, les scientifiques qui étudient la grotte sont surtout des femmes. Et donc elles partent quelquefois que des femmes. Alors là, je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Alors voilà un peu le parcours dans la grotte. Et là, il y avait un camp auparavant qui a été donc supprimé. Ce qui fait qu'on a des explorations très longues dans la journée. Alors voilà la topographie. Alors, en parlant de dame, vous voyez que j'en ai mis dans mon diaporama quand même. Alors cette dame s'appelle Hazel Barthelme, c'est un professeur de biologie et qui est à l'origine de toutes les études scientifiques, enfin, qui poursuit toutes les études scientifiques dans la grotte. Et alors sur la tête, elle a un carnet topographique, hein, on a chacun nos habitudes, il y en a qui le mettent dans la poche, elle le met sur la tête. Et avec le matériel topographique que l'on utilise, des choses très très simples mais très fiables, qui sont contrôlées mais qui sont très fiables. Voilà, on fait des relevés donc, dans des positions souvent un peu compliquées, avec une technique bien particulière qui est dictée par le parc et qui est commune à tous les spéléos, tous les spéléos qui explorent cette grotte du moins, de manière à ce que tous les relevés concordent soient sur le même statut. Le dessin est fait, le dessin de la grotte est réalisé sous terre, à l'échelle, c'est-à-dire qu'on dessine la grotte vraiment à l'échelle de la grotte avec les relevés qu'on a. Et voilà, ensuite, on a des fiches spéciales, bien sûr, voilà le dessin. Et ensuite, le dessin est reporté, il est stocké dans les ordinateurs du parc. Alors, pour vous donner une idée, un point topographique, c'est d'un point A à un point B, avec la longueur, l'azimut, la pente, etc. Et dans la grotte, il y a à peu près 50 000 points topographiques actuellement. 50 000 points, c'est énorme. Alors, quand on commence par A et B, mais là, on en est maintenant à des X, Z, machin, truc, c'est énorme. Et il y a à peu près 3000 boucles dans la grotte. Une boucle, c'est-à-dire on part du point A, et on revient au point A, et là, on doit concorder, et quelquefois on ne concorde pas, parce que la visite n'est pas facile à faire, la mesure n'était pas bonne, l'azimut ou la pente, etc. Donc tous ces points qui ne concordent pas, on doit les refaire pour que ça concorde, sinon la topographie n'est pas très très juste. Il y a des logiciels bien sûr qui récupèrent et qui font concorder, qui récupèrent un peu sur chaque, qui font concorder, mais c'est jamais bien exact.
Alors on va pas s'attarder sur la topographie. Donc il y a d'autres activités dans la grotte que le parc nous permet de faire. C'est la photographie, mais on ne peut pas monter une expédition photographique dans cette grotte. Il faut qu'il y ait un but scientifique. On ne peut pas dire, ben voilà, on part à 5-6 et on va faire que de la photo. Non, parce que ça n'amène rien, parce qu'il y a suffisamment déjà de photos, il y a beaucoup de photographes parmi l'équipe scientifique. Donc le parc nous permet, pendant les explorations, de réaliser des photos à une seule condition, de ne pas sortir des sentiers qui sont balisés, parce que, j'ai oublié de vous dire ça, dès qu'on trouve une nouvelle galerie, dès qu'on pose un pied dans une nouvelle galerie, eh bien, il y a un cheminement qui est fait, qui est mis au sol, de manière à ce que tout le monde suive le même cheminement, de manière à ne pas dégrader le reste de la grotte, de manière à ne pas impacter le reste de la grotte. Et donc, on a le droit de faire des photos. Alors, celui qui passe le premier, eh bien, il va mettre le chemin où il veut. Bien sûr, il ne va pas faire 50 zigzags, mais s'il estime qu'il y a quelque chose d'important là, il va faire aller le chemin par là, etc. etc. Donc, ensuite, une fois que ce chemin est fait, on n'a plus le droit d'en sortir. Donc les photos, ben, on n'a pas le droit de sortir des sentiers, sauf autorisation du parc national. Les cheminements restent à demeure. Ce sont des rubalises, hein, souvent des rubans qu'on change quelquefois, mais ils restent à demeure. Alors il y a bien sûr des salles immenses. Alors il faut en plus donc du matériel topographique prendre le matériel photographique, mais là c'est pareil. En général on est 2-3 à se partager le matériel. Mais donc l'activité principale restait quand même l'étude scientifique. Donc on estime que la grotte a été creusée il y a environ 7 millions d'années, et de par son origine hypogène, c'est-à-dire du bas vers le haut, elle est restée isolée durant quelques millions d'années. Donc durant cette isolation, il s'est développé dans la grotte ce qu'on appelle je parle de la vie qui s'est développée dans la grotte, ce sont des extrémophiles, ce sont des animaux qui sont arrivés par accident, par infiltration, et qui ont muté, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière, donc ils se sont dépigmentés, ils n'ont plus de couleur pour la plupart, ils sont transparents, ils n'ont plus d'yeux, ou pas du tout, ou qu'à la naissance, et à la place des yeux, ils ont développé des antennes très très longues pour aller chercher, pour se repérer, etc. Et il y a aussi, bon, le cavernicole le plus connu dans le monde, c'est le Proté, qu'on trouve en Yougoslavie, qui est une espèce de lézard qui est complètement dépigmenté. Lui a des yeux à la naissance et ensuite ses yeux disparaissent. C'est un animal qui est très étudié, hein, parce qu'il est capable de rester 4-5 ans sans se nourrir. Donc là-dessus, il y a des recherches intéressantes qui sont faites. Et ça va donc de cet animal qui est le plus gros, qui peut atteindre 20 cm, qui est le plus gros cavernicole connu. Je ne parle pas des chauves-souris, parce qu'il y a plusieurs animaux qui vivent dans les grottes ou à l'entrée des grottes. Il y a ce qu'on appelle les troglophiles, ce sont ceux qui viennent par affinité. Il y a quelques araignées qui vivent à l'entrée des grottes, il y a les léopards qui viennent s'y promener, il y a quelques moustiques, etc. Et il y a les trogloxènes, ceux qui tombent par accident, hein, ceux-là ils ne vont pas vivre longtemps. Et puis il y a les troglobies, ceux qui sont habitants permanents de la grotte. Et puis les plus petits, ben, ce sont les bactéries. Et dans cette grotte, qui est restée isolée pendant des millions d'années, eh bien, les chercheurs ont découvert des bactéries qui sont résistants à tous les antibiotiques modernes. Ça veut dire que, ça pourrait paraître dangereux, mais au contraire c'est une bonne nouvelle, parce que ces bactéries ont développé leur propre défense immunitaire, ont développé leur propre antibiotique. Et donc il y a des recherches très très intéressantes, très importantes, qui sont faites à ce niveau-là. C'est vraiment une découverte très très intéressante.
Il y a aussi des cavernicoles desquels on extrait des molécules qui sont actuellement étudiées contre le cancer du sein et les résultats ne vont pas tarder à sortir, hein, d'ici 3, 4, 5 ans peut-être. Et donc, pour vous dire l'importance du milieu souterrain, c'est que c'est un milieu nouveau pour nous, hein. Il n'y a pas longtemps qu'on explore le milieu souterrain, on va dire il y a une centaine d'années. Il y a 50 ans à peu près qu'on a compris l'importance scientifique de ces études. Le milieu souterrain, et dans le milieu souterrain, on peut faire la lecture des paléoclimats, par exemple, dans les concrétions. Les concrétions qui sont ces blocs de calcite, hein, qui sont le dépôt de l'eau d'infiltration, qui est chargée de carbonate de calcium, puisque l'eau, quand elle s'infiltre dans le sol, elle se charge en gaz carbonique, hein, et elle dissout la roche. Et quand elle arrive dans un volume, eh bien, il y a ce qu'on appelle un dégazage. Le gaz carbonique s'échappe et il y a un précipité de carbonate de calcium ou d'aragonite ou de calcite. Et donc ce dépôt se fait année après année et on arrive à avoir des hauteurs immenses. Et quand on découpe ces compressions, eh bien, on a une lecture des paléoclimats. Et on se rend compte que, bien sûr, les réchauffements climatiques, il y en a eu beaucoup, plus que ce qu'on croit, et celui-ci n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Alors l'étude scientifique, ça porte sur les parois, avec ce qu'on appelle la corrosion résidue. Là aussi, c'est l'action des bactéries qui rongent la roche, hein, qui sont des géotopes. Avec une accumulation souvent de guano aussi, qui a une influence importante sur l'atmosphère de la grotte. Voilà. Ici, on a un puits qui est creusé dans les gypses. Alors tout ça, bien sûr, c'est étudié, avec des minéraux un peu particuliers. On étudie bien sûr les peintures. Voilà, toujours Hazel Barton qui fait des prélèvements. Alors tout est fait bien sûr dans les règles de l'art, hein. Ce sont des scientifiques qui publient beaucoup et dont les recherches sont sur le net, hein. On peut trouver ça sur le net, vous tapez les Chouguillas. Et voilà, je vais vous présenter quelques formes de concrétion qu'on trouve dans cette grotte. Alors ici, ce sont des petits bouquets d'aragonite qui ont réussi à croître sur des accumulations de calcite. Voilà, ici c'est la calcite, et ici c'est de l'aragonite en aiguille. Ici c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle des scalénoèdres géants, ou des dents de cochon, ou des dents de chien, suivant les endroits. Ça c'est une galerie dans les Chouguillas qui fait 200 mètres de long, et qui est recouverte de cristaux comme ça, qui atteignent 70 cm de long. C'est remarquable, c'est vraiment remarquable. C'est une galerie qui était auparavant noyée, hein, puisque ces cristaux ne se développent que dans l'eau. Ce sont des spélothèmes subaquatiques. Ici, on a, quand je vous disais que dans la grotte, on n'avait pas besoin de beaucoup de lumière, regardez, il y a énormément de galeries très 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 blanches, avec de l'aragonite. Voilà, ce sont des concrétions qu'on retrouve dans les grottes ici aussi, hein. Ce genre de concrétion, c'est pas dû uniquement à cette grotte. Alors il y a des paysages comme ça, vous voyez, on se tient toujours loin de l'eau. Vous voyez le rubalise ici, le ruban ici, voilà, il s'arrête là, donc les gens se sont arrêtés là. On ne va pas plus loin dans ce lac, parce que ce lac est pas loin de notre camp, dans le sud de la grotte, et voilà, il y a des paysages fabuleux. Ici, ce sont des plaques de calcite flottante sur l'eau. Quand l'eau est très stable, il y a un dépôt de calcaire, un dégazage en surface, et ça forme des croûtes de calcite flottante. Et quand cette croûte est épaisse, eh bien, ça devient... Ah, c'est le... Ouais.
Je croyais qu'on allait me couper la parole. Et donc, cette surface après devient dure et on peut même marcher dessus. Hein. Voilà, et après, elle s'effondre. Enfin, les grottes sont en plein mouvement. Hein. Quand on parle de protection des grottes, il ne faut pas penser à figer la grotte telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est comme la planète. On dit protection de la planète. À mon avis, il faut pas vouloir figer la planète comme elle est aujourd'hui, figer les côtes en Bretagne comme elles sont aujourd'hui, ou sur la côte basque, etc. La Terre évolue, les reliefs évoluent, les côtes évoluent, et on a tendance à vouloir figer le monde tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il faut le laisser évoluer et évoluer avec lui. Et voilà, c'était une parenthèse personnelle. Alors là, ici, oui. voilà, ici il y a un ancien niveau d'eau, voilà, et maintenant il n'y a plus d'eau. Hein, il y a plus d'eau. Alors peut-être qu'un jour ça se remettra en eau. Tout le marron était sous l'eau. Voilà. Et il y a une nouvelle génération de concrétion blanche qui pousse et qui va certainement un jour recouvrir tout ça si l'eau ne revient plus. Voilà ce qu'on appelle les clouds, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ici, on a des grands cristaux de sélénite. Hein, ce sont une forme de cristallisation du gypse, avec des volumes très importants, des couleurs magnifiques. Ah, celle-là, je l'ai déjà mise. Voilà, on est revenu à l'extérieur. Hein, c'était bien, sans bottes, sans casque, sans se salir. Voilà, merci de votre attention.